Jean-François, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, vous êtes le gérant de découverte chez HMG Finance et ça nous fait très plaisir de vous revoir parce que votre dernière venue remonte à 3 ans. C'était fin 2013, pour être précis. Et à l'époque, nous avions titré « Découverte », un fonds à redécouvrir, car nous avions l'intuition que ce fonds, que vous aviez repris en main 1 an plus tôt, allait être parmi les fonds à détenir en portefeuille. Et il se trouve qu'on n'a pas eu le nez, on a eu le nez creux. Voilà, on ne s'est pas trompé, puisque un investisseur qui vous aurait fait confiance le jour même de la mise en ligne de cette interview, c'était le 5 décembre 2013, le 16 février 2017, aurait vu son capital s'apprécier de 98%, soit une performance qui frise les 24% en moyenne annuelle. C'est plutôt très bien. Alors, je vous propose déjà de revenir sur ce qu'est Découverte. C'est un fonds d'action française, mais un fonds de petite capitalisation. Oui, alors des petites, voire des très petites, parce qu'on a un biais chez HMG, c'est que le fonds s'appelle Découverte. Alors on aime bien éventuellement connaître les petites valeurs, mais parfois aller découvrir des valeurs encore plus petites, sur lesquelles parfois l'asymétrie d'information, c'est-à-dire la capacité à savoir ce qu'il y a exactement dans l'entreprise et les bonnes affaires à faire, c'est parfois plus facile sur des sociétés qui sont moins suivies, moins couvertes par le marché. Alors on va revenir sur ce point, sur ce fait qu'en effet, il s'agit souvent de valeurs peu suivies par les investisseurs et les analystes financiers. Bon, le fonds aujourd'hui, c'est 150 millions d'euros d'encours. Quand on s'était vu il y a un peu plus de 3 ans, c'était 25 millions environ, donc belle progression, due à la performance bien sûr, mais aussi à la collecte. Oui. Effectivement, la performance a aidé. Au début, ça ne marche pas tout à fait. Il y a une forme d'inertie dans les marchés financiers qu'il faut plusieurs années de bonne performance pour attirer une forme de collecte. Et elle est arrivée plutôt tardivement, essentiellement sur l'année 2016. Alors, dans la préparation de cette émission, Jean-François, j'ai revu notre ancienne interview et puis aussi une autre que vous aviez accordée à un site concurrent et non moins ami. Et j'ai trouvé que vous présentiez Découverte différemment aujourd'hui. En 2013, vous sembliez davantage à l'affût de valeurs décotées présentant des catalyseurs de réappréciation de leur valorisation. Donc on avait plutôt l'idée d'un fonds un peu value. Et aujourd'hui, vous dites, non, je suis plutôt en recherche, en quête de titres de croissance. Qu'est-ce qui fait que ça a changé ? Alors tout d'abord, c'est très simple, c'est que l'univers value s'est rétréci aussi, donc des bonnes affaires à prix bas, il y en a sans doute un petit peu moins qu'il y en avait il y a 3 ans. Et puis la deuxième chose, c'est que effectivement, ce qui, selon moi, fonctionne bien aujourd'hui et qui va continuer à fonctionner, c'est d'aller chercher des valeurs de croissance. En fait, le grand paysage qu'on peut tracer aujourd'hui de l'économie européenne, voire même mondiale, c'est une croissance molle, atone, sans doute liée au vieillissement de la population, enfin, quelles que soient les explications. Et dans cet univers, ma perception, c'est que d'aller investir dans des sociétés qui ont des croissances naturelles dynamiques, même si elles se payent parfois un peu plus cher, ça sera quand même dans cet univers le bon pari à faire. Alors ça, c'est en effet l'idée qui sous-tend votre revirement vers les valeurs de croissance. Mais vous dites aussi autre chose. Je suis en quête de valeurs favorables aux capitalistes. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Oui, c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu. On oublie 2 principes. Le premier, déjà, c'est pourquoi la croissance ? La croissance, en fait, elle fonctionne bien dans le monde capitaliste à cause d'un mécanisme financier qui s'appelle le levier opérationnel. C'est très simple. Si j'ai un peu plus de croissance, je sature mieux ma base de coûts et à ce moment-là, ça se traduit de manière avec un effet de levier sur des résultats qui vont plus vite. Donc, on l'a un peu oublié ces dernières années, mais le levier opérationnel, c'est un point important. Donc, la croissance, ça c'est important, c'est une première condition importante. Et après, il faut bien garder à l'esprit que des structures de marché font que certains secteurs sont plus favorables que d'autres. Et souvent, on se dit, tiens, celle-là, elle est vraiment pas chère. Oui, mais elle est pas chère. Mais si, et parfois, on voit des dirigeants qui se donnent un mal fou, et qui gèrent très bien, mais qui vont jamais gagner vraiment beaucoup d'argent pour eux et pour leurs actionnaires, parce qu'ils sont dans des secteurs difficiles. Et à contrario, il y a des secteurs où il est relativement facile de gagner de l'argent. Il ne faut pas hésiter à aller dans ces secteurs un petit peu plus faciles. Alors aujourd'hui, vous gagnez de l'argent, si j'en juge la composition du fonds, principalement du côté des technologies de l'information.
Alors qu'auparavant, vous étiez très, très industriel. Oui, effectivement, parce que ces technologies de l'information ont des croissances dynamiques. On est par exemple un actionnaire de Devoteam qui a des croissances d'environ 10% par an, croissance purement organique, sans croissance externe, sans effet de Oui, change. ce qui est considérable. Donc voilà, c'est beaucoup. On l'a sur tout ce secteur de technologie de l'information qui va des SS2I au logiciel, on voit même à l'électronique, parce qu'on voit bien que l'électronique, on la retrouve dans la vie quotidienne un petit peu partout. Et ces secteurs, certains de ces secteurs, effectivement, les SS2I, ce qu'on appelle maintenant les ESN, c'est souvent, on arrive à faire des marges opérationnelles rapidement de 10% à partir de pas grand-chose. C'est des secteurs aujourd'hui relativement favorables aux capitalistes, comme j'aime à dire. Et voilà, il y a aussi des secteurs où il est très difficile de gagner de l'argent, malgré, encore une fois, les efforts parfois de dirigeants tout à fait méritants. Alors, en effet, donc, votre fonds aujourd'hui a une très forte coloration IT, technologie de l'information. C'est 43% du portefeuille. Oui, alors c'est moins les ESN, les SS2I, parce qu'effectivement, on sent bien que là, le beau parcours a été fait, donc on en a de moins en moins. En revanche, on est très logiciel. Mais là, logiciel, il y a aussi quelque chose qui est très favorable aux capitalistes, c'est le mouvement des éditeurs de logiciels vers un mode de paiement, de rémunération qui s'appelle le SaaS. Le SaaS, c'est quoi? C'est le Software as a Service. C'est le fait qu'au lieu de payer une licence perpétuelle, on va payer des abonnements. Et ça, c'est vertueux à la fois pour le client qui est content de payer un abonnement mensuel avec des petits montants. Et surtout pour l'éditeur. C'est intéressant aussi pour le client parce qu'il se flexibilise sa base de coût. C'est-à-dire, comme il va payer à la requête qu'il utilise son logiciel, puisque elle est souvent logée dans ce qu'on appelle un cloud, voilà, eh bien, ça va flexibiliser sa base de coûts, ça va permettre d'avoir un paiement échelonné, c'est une forme de crédit aussi, et à contrario, et de l'autre côté, de la même manière, pour l'éditeur, c'est très vertueux parce que ça lisse ses cash flows, et ça permet, toutes choses égales, d'avoir des valorisations plus élevées parce que du coup, on peut mettre de la dette et faire des opérations financières dessus. Alors, parmi les éditeurs que vous avez en portefeuille? Alors, dans les éditeurs, on a eu longtemps du Cegid, voilà, et on l'a gardé parce qu'on trouvait que le prix n'était pas le bon, et donc on a gardé notre position Cegid, qui est une machine à cash. J'ai coutume à dire que s'il y a bien un logiciel, le dernier logiciel qu'on peut couper dans une entreprise, c'est bien le logiciel qui fait la paye, la compta, la consolidation, la fiscalité, puisque en France, c'est vraiment des choses qu'on peut pas retirer. Donc, c'est bien le dernier logiciel dont on peut se passer, donc c'est très très pérenne et c'est une société qui a fait pleinement sa transformation vers justement le SaaS. Donc ça on aime bien. Dans des logiciels industriels, on aime bien aussi un groupe qui s'appelle Easy Group. Ça fait des logiciels, alors là, complètement autre chose, c'est des logiciels de simulation virtuelle, notamment pour les crashs, pour les avions, pour les voitures. Là aussi, c'est en train de devenir un standard dans le marché. Ils sont par exemple chez Volkswagen ou chez Nissan Renault, et c'est une petite société très technologique sur laquelle on pense que le parcours était beau, mais on pense que le parcours devrait continuer à être favorable. Vous avez combien de valeurs en portefeuille aujourd'hui? Alors on en a exactement, j'ai regardé ce matin, on en a 51 qui ont un poids supérieur à 0,5%, sachant que en dessous, c'est des lignes en train d'être réduites ou en train d'être constituées, mais il y en a une cinquantaine. Ça a plutôt augmenté un petit peu parce que le fonds est un peu plus gros, donc toutes choses égales, je suis obligé d'avoir un petit peu plus du nombre de lignes. Mais voilà, c'est à peu près où on en est. Alors justement, il y a 3 ans, vous me disiez, mon objectif, c'est d'en avoir une soixantaine. On n'y est pas tout à fait encore. Oui, effectivement, on a encore un petit peu de marge. Maintenant, il faut aussi... la recherche académique nous rappelle que l'optimum, c'est souvent un nombre de lignes plus faible. C'est même, je crois, selon la recherche, plutôt 30, 40 lignes. Voilà. Là, en fonds petite valeur, on est obligé, pour des questions de liquidité aussi, d'en avoir un petit peu plus. Et effectivement, à terme, peut-être qu'il y aura 60 vraies lignes dans le portefeuille. Comment vous gérez le risque de liquidité, justement? Alors ça, c'est un vrai sujet, parce que le fonds a grossi et qu'en face, la liquidité des sociétés dans lesquelles on investit est faible. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, ce n'est pas un fonds sur lequel on peut faire du trading, c'est un fonds où on a vocation à le détenir longtemps. Pour autant, la bonne chose, c'est qu'on a un passif très diversifié qui fait qu'on n'a pas un risque demain, il y a des sorties massives d'un seul coup. Mais comment est-ce qu'on gère? Alors, on gère en ayant une proportion de cash. Et puis on va faire un truc un petit peu différent de mes confrères, c'est qu'on va avoir pas mal de ce que j'appelle du quasi-cash, c'est-à-dire des sociétés sur lesquelles il y a une OPA en cours,
à venir, mais annoncé avec des termes, ou qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, et sur lequel on a une forme de liquidité, c'est du caché en fait, où on peut rapidement sortir. Et on va préférer faire ça plutôt que d'aller acheter des grosses valeurs sur lesquelles j'aurai aussi un bêta de marché finalement. Et si demain les marchés baissent et effectivement les clients sortent, finalement, ok, j'aurai peut-être un peu plus de liquidité, mais ça sera au détriment aussi des clients qui auront... Alors, bêta de marché, parce que ça ne parle qu'aux pros, voilà. Il faut expliciter. Oui, le bêta de marché, c'est la sensibilité aux indices. Et donc, effectivement, si j'ai des grandes valeurs, très naturellement, quand les marchés baissent, ces grandes valeurs vont baisser à peu près du proportion. Donc, voilà. Alors, justement, parlons un petit peu de la volatilité. Oui. Dans une de vos précédentes interviews, vous disiez, finalement, je suis sur une classe d'actifs qui, contrairement à l'idée reçue, est beaucoup moins volatile que le reste de la cote. Est-ce que vous maintenez cette position ? Alors, je le maintiens, mais c'est comme, je crois que c'est comme les courbes de Gauss, etc. C'est que en moyenne, elle est moins risquée que l'idée qu'on en a. Oui, parce qu'on se dit petite valeur, c'est forcément de la volatilité. Si on regarde depuis 5 ans, les petites valeurs ont eu, grosso modo, une volatilité sans doute inférieure à celle des grandes valeurs. En revanche, il est vrai qu'en cas de risque systémique, c'est-à-dire quand c'est la fin du monde et que effectivement, si tous les marchés s'effondrent, effectivement, les petites valeurs qui ont moins de liquidité, effectivement, vont plus baisser que les grandes. Mais vous disiez que ce qui les protégeait, c'était finalement, et je reviens à votre remarque liminaire, c'était l'asymétrie d'information finalement. Oui. Le fait qu'elles soient peu suivies et donc peu investies. Alors effectivement, elles sont moins investies. Donc quand on est dans le monde des trackers, des ETF qui font que soudainement les gens arbitrent du jour au lendemain, c'est moins facile sur des petites valeurs ou des très petites puisqu'il est difficile de rentrer et de sortir aussi rapidement. Donc elles sont moins sujets effectivement à ces risques. Voilà. Et je voulais revenir aussi sur la liquidité. Il y a aussi un aspect intéressant, c'est que comme on investit sur des petites sociétés et où on connaît les actionnaires, parfois, la liquidité facialement dans le marché, elle est faible, mais en même temps, si on a les coordonnées des actionnaires familiaux qui ont vocation à se renforcer, on peut avoir soudainement une capacité à sortir des lignes très importantes, alors que les statistiques moyennes du marché laissent entendre que la liquidité, elle est très faible. Donc, on fait très attention à ça et on a des capacités de trouver une forme de liquidité cachée que peut-être les statistiques boursières nous donnerait pas cette impression. Alors je reviens à la volatilité parce que je me suis livré à un petit test. Finalement, j'ai comparé votre décrochage du début 2016 où tous les marchés ont dévalé plutôt. Le CAC 40 avait perdu 13,84%. Oui. La catégorie, la vôtre, 13,2% entre le 1er janvier et le point bas du marché. Et votre fonds, seulement 8,2%. Oui. Donc, ce qui semblerait attester, en effet, le fait que vous soyez un peu préservé, enfin préservé, pas complètement, c'est pas possible, mais des mouvements de marché. Alors, à court terme, c'est vrai, parce que j'ai des sociétés parfois moins connues, moins suivies, qui ont fait moins l'objet de prise de bénéfices. J'essaye de manière permanente d'éviter, alors on va utiliser un anglicisme qui s'appelle, mais j'aime bien ce terme, c'est les situations crowded, les situations encombrées par la foule. Donc j'essaye d'aller moins que les autres, peut-être dans des dossiers très connus de la place, sur lesquels effectivement les prises de bénéfices peuvent être appuyées au même moment et plutôt aller sur des sociétés effectivement moins connues. Maintenant, s'il y a un crack et qui s'enchaîne, effectivement... Oui, et vous ne serez pas à l'abri. Je ne serai pas à l'abri, il faut être très honnête avec ça. Alors, c'est un fonds franco-français, oui. Découverte. Est-ce que vous ne serez pas amené à l'européaniser un petit peu, notamment parce qu'il y a beaucoup de fonds aujourd'hui qui collectent, des fonds dans votre catégorie qui collectent, à tel point qu'ils ferment. D'ailleurs, est-ce que la question de la fermeture de Découverte se pose à l'heure qu'il est ? Il faut aussi traiter cette question-là. Et est-ce que du coup, pour chercher davantage de véhicules d'investissement à un moment où le marché est encombré, vous ne devez pas élargir votre horizon ? Alors la question de la fermeture, elle ne se pose pas encore aujourd'hui parce que là aussi, on pense que on fait vraiment beaucoup de visites d'entreprise. J'aime bien la politique de la chaise vide où je dis je ne suis pas à mon bureau parce que je suis en train d'aller sur le terrain, voir l'économie réelle et d'essayer de la comprendre en permanence. Donc effectivement, toutes ces visites font qu'on peut espérer générer des idées un petit peu plus et donc pouvoir
toute chose égale, gérer un fonds un petit peu plus gros. Mais effectivement, si on dépasse 200 millions, il faudra ultérieurement se poser peut-être certainement la question. 200 millions. Voilà, oui, commencer à réfléchir, mais pour une fermeture à des niveaux supérieurs. Donc ça, c'est effectivement, oui, c'est implacable, il faudra y réfléchir si jamais on en vient là. Voilà, maintenant, en ce qui concerne l'européanisation, oui, bien sûr, ça fait du sens. Maintenant, il faut faire attention. Est-ce que je peux avoir la même proximité de compréhension des entreprises en allant à leurs assemblées générales, en écoutant, en serrant la main des dirigeants, mais aussi des familles, en allant faire parfois, comme je fais, le client mystère, en allant dans des salons professionnels pour essayer de comprendre? Je n'aurai pas forcément la même capacité à avoir la même confiance en allant dans des entreprises, dans des pays où éventuellement avec des langues que je ne maîtrise pas. Donc ça, c'est un peu plus dur. Maintenant, on est en train de regarder, il y a déjà quelques investissements, il y a 2-3 lignes qui ont été initiées sur le Benelux. On va regarder. Maintenant, vous voulez toujours rester proche des entreprises? Oui, et puis la dernière chose, c'est que on dit toujours en finance, effectivement, il n'y a pas de repas gratuit, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'arbitrage facile à faire du jour au lendemain. Les marchés montent depuis maintenant un certain nombre d'années, notamment les petites valeurs, et des opportunités criantes dans des pays que personne n'aurait vus, il y en a peut-être pas non plus beaucoup. Donc, est-ce que le salut viendra forcément d'autres investissements dans d'autres zones? Ça reste à... la réponse n'est pas encore très, très claire. Alors, je vais vous demander une réponse très brève, parce qu'on arrive au terme de l'émission. Quand investir ou ne pas investir dans Découverte? Là, moi je ne cache pas que je trouve que après le beau parcours à la fois de la classe d'actifs et de Découverte, on pourrait tout à fait marquer une pause, ne serait-ce que pour détendre les ratios de valorisation, que comme les earnings, les bénéfices par action continuent de progresser et que les cours restent un peu inchangés, déjà mécaniquement ça reviendrait à rendre les ratios de valorisation un peu plus attrayants. Donc on pourrait tout à fait, comme on l'a connu par certaines années, marquer une pause. Et donc, est-ce qu'il faut investir aujourd'hui? La classe d'actifs est bonne. Ça, c'est une conviction chevillée au corps parce que c'est mieux géré, parce que c'est l'argent des propriétaires, parce que c'est des niches d'activité plus rentables, parce qu'il y a plus d'OPA, une multitude de raisons. Donc la classe d'actifs, elle est bonne. Donc à long terme, c'est une bonne classe d'actifs. À court terme, c'est difficile de se prononcer. Moi, ce n'est pas mon métier de me prononcer parce que je suis en permanence investi. Donc si on rentre dans la classe d'actifs, il ne faut pas y aller à fond comme une brute. Voilà, moi je pense qu'il faut effectivement, on peut marquer une pause et ça serait salutaire pour tout le monde de marquer une pause, de laisser respirer un petit peu ce marché des petites valeurs. Jean-François, merci. Merci Vincent.